Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast De quoi on parle. En décembre dernier, j'ai eu la chance d'interviewer Adrien Dean, le monsieur influence du CNIEL. Et vous connaissez par cœur leur communication avec le slogan « Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ». Et depuis 4 ans, le CNIEL a un peu changé de stratégie et Adrien enchaîne les collaborations avec les plus grandes stars du YouTube Game et pas que. J'ai eu envie de l'interviewer parce qu'il porte une vision de l'influence très singulière avec une volonté de laisser une totale liberté aux créateurs de contenu, ce qui est vraiment rare. L'épisode dure près de 45 minutes, mais vous allez voir qu'on ne voit pas le temps passer avec Adrien, qui a beaucoup de choses à dire et ça risque fort de vous faire cogiter sur votre stratégie d'influence et de contenu. Bonne écoute. Adrien, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, me dire un peu ce que tu fais, pour qui et depuis combien de temps ? Alors, de manière professionnelle, donc je m'appelle Adrien Dean. Je suis directeur marketing et stratégie d'influence au CNIEL, donc plus connu sous les produits laitiers. Je suis au CNIEL depuis 5 ans et du coup, je gère, on va dire, toute la communication des produits laitiers, donc que ce soit télé, digital, même papier avec un manga notamment, et tout ce qui est stratégie forcément d'influence aujourd'hui. Donc je pense que c'est un des sujets qu'on va aussi aborder. Voilà, depuis 5 ans, c'est l'activité que je gère. Au tout départ, tu es rentré dans quelle étiquette t'étais, Alors je suis rentré dans une étiquette, on va dire, vierge, c'est-à-dire que c'était une création de poste. Le CNIEL avait la volonté de se déployer notamment sur le digital, donc il y avait quand même une entrée digitale à la base. Ils avaient une présence sur le digital, mais pas vraiment une vraie stratégie. Mais il y avait ce besoin de renouveler sa communication. Donc cette envie était très présente. Moi j'en étais, on va dire, l'individu qui en avait la charge de générer un renouveau stratégique sur ce volet-là. Donc on est rentré par une fenêtre effectivement digitale, mais dans le digital se cachait effectivement la gestion des réseaux sociaux, mais avant ça la stratégie, il y avait l'influence, donc les youtubeurs, les créateurs de contenu, etc. Et tout autre type de communication digitale, parce qu'il y a aussi le CNIEL, donc au niveau de l'interpro. Donc vraiment je suis rentré par ce biais-là, et ensuite après... fort des actions et résultats, et comme ça se fait dans chaque entreprise, il y a des évolutions. On m'a demandé du coup de gérer d'autres types de communication pour en arriver à la traditionnelle pub télé, et des affichages et autres types de campagnes. En fait, tu as un parcours qui est beaucoup... je trouve que tu arrives à saisir vachement les opportunités. Et du coup, la première question que je me pose, c'est comment on arrive finalement à avoir quand même une stratégie, parce que j'imagine que tu as une stratégie depuis le départ, et tout en restant ultra à l'écoute de tout ce que tu peux choper en route. C'est quoi ta vision métier là-dessus ? J'étais en agence avant, le CNIEL était un des clients. Et donc, je connaissais déjà assez bien, on va dire, la marque et l'interprofession, d'un point de vue corporate, mais aussi grand public. Quand j'arrive, forcément, donc, je questionne du coup l'intérêt, les missions, la volonté, et ensuite, je pose une stratégie, je la présente, pour dire voilà où on est, parce qu'on peut pas, souvent, on a la lubie de se dire, on veut faire ça, on va tout casser, à la fin de l'année, on est là. Non, enfin, on est un lobby, et l'image du lobby, elle est positive ou négative en fonction des secteurs, mais là, pour le coup, sur le nôtre, c'était la fameuse image du lobby du lait, qui veut faire boire du lait à tout le monde, etc. Et du coup, il faut déconstruire ça pour pouvoir apporter une autre image, tout en conservant un ADN de communication qui restait quand même positif, et puis les produits laitiers ont toujours une image positive. Donc moi, effectivement, quand j'arrive, toute cette structure qui est déjà établie en termes de communication et institutionnelle aussi, je me dis voilà, comment on peut faire aujourd'hui, au vu de l'image qu'a à ce T0, donc le CNIEL et donc les produits laitiers, pour les emmener où ils souhaiteraient aller et où moi aussi je les verrai dans 5 ans. Donc déjà on s'accorde aussi sur cette vision d'où on veut aller, où ils veulent aller, pour savoir non, là on peut pas, là ok c'est possible, etc. Et en voyant, on va dire, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on pourrait faire ensemble pour y arriver. Quand je dis ensemble, c'est le CNIEL, c'est les acteurs, c'est avec les agences et c'est avec le consommateur. Et ensuite, en fonction de ça, forcément, on se dit, bon, aujourd'hui, il y a tel ou tel réseau, peut-être demain, il y en a un autre. Aujourd'hui, ça marche, mais demain, ça marchera peut-être pas. Donc, c'est pas trop se fermer, on va dire, en termes d'univers stratégique pour partir, sachant qu'il faut consolider certaines bases. Donc, la première, de toute façon, des bases, c'était émerger. On va dire que la dernière campagne de communication la plus impactante, c'était paf, 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 le loup, avec les 3 petits squelettes. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Mais par contre, tout ce qui est génération à partir des 2000 et 2010, ça reste très jeune et certains ne l'ont jamais vu. Je te coupe, pardon, mais pourquoi il n'y avait plus de campagne télé ? C'est parce que déjà on se disait ils seront moins sur la télé, les jeunes. J'ai pas dit qu'il n'y en avait plus, j'ai dit que c'est la dernière la plus impactante. Il y en avait eu quand même d'autres. Il y en a eu d'autres, okay. Mais en fait, c'était un moment donné où le CNIEL aussi se cherchait en termes de communication, c'est-à-dire qu'on était avant, comme
beaucoup de marques ont commencé à changer, mais c'était très produit, très conso, c'était assez direct. Et ensuite, il y a eu toute cette dynamique un peu RSE, donc faire parler les éleveurs avec un message peut-être plus corporate, mais tout en étant grand public. Donc c'était une communication un peu qui se cherchait. Donc il y en a eu N'oublions pas le plaisir, etc., qui, je dis pas qu'elles n'ont pas marché, mais qui n'ont pas eu le même impact qu'a eu les précédentes, et il n'y avait plus les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc c'était moins visible, et surtout c'était exclusivement en télé, là où peut-être la communauté qui souhaitait chercher était sur le digital, donc voilà. Donc il y avait cette idée de revenir avec ce slogan, est-ce qu'il marche encore, est-ce qu'il parle encore. Il était tellement ancré depuis 78 que ça aurait été dommage de l'enlever. Donc sur ces 5 années, voilà, je savais déjà où je veux aller, quel levier je voulais activer, de quelle manière pour pouvoir ensuite arriver à l'endroit où on souhaitait aller, qui est arrivé du coup beaucoup plus tôt. Donc ouais, donc t'avais un plan établi et tu dis que vous y êtes arrivé plus tôt parce que justement t'as su saisir les bonnes opportunités. On est ambitieux, mais on n'est pas non plus, on va dire, prétentieux. C'est-à-dire que quand je me lance sur par exemple le compte Twitter, je dis parce que du coup j'avais plusieurs casquettes à ce moment-là, hein, j'étais tout seul. Aujourd'hui on est plusieurs, on est une équipe, mais au début on arrive en cours d'année, donc on n'a pas tout de suite un budget, il faut prouver aussi comme quelque part, et le réseau que je prends et que je préempte dès le début c'est Twitter, et donc ce fameux compte Les Produits Laitiers pour ceux qui connaissent, et il y avait 1200 abonnés, et à chaque fois que tu avais un like c'était des gens du CNIEL ou l'agence, et les 4 commentaires en dessous c'était des véganes qui venaient troller quoi qu'on dise. Donc je commence par ce réseau. Pourquoi ? Parce que le Twitter à l'époque et encore aujourd'hui ne nécessite pas de sponsorisation pour émerger, hein. C'est comme TikTok par exemple aujourd'hui, mais à l'époque il n'y avait pas TikTok, mais Instagram et Facebook étaient des réseaux beaucoup plus complexes pour émerger et sortir. Je dis pas que c'était impossible, mais en tout cas je me lance sur Twitter avec une direction artistique et une ligne éditoriale assez propre à elle-même. On va dans le clash, on va dans la proximité, on fait pas de la communication descendante, c'est-à-dire qu'on se sert toujours d'un tweet d'un internaute pour rebondir, ce qui fait qu'on garde cette proximité et on devient un peu cette police de Twitter des produits laitiers comme on la connaît, et ça boom à 100 000 abonnés dès la première année, dès les 8 premiers mois. Donc, moi j'avais mis comme objectif 10 000 abonnés à la fin de l'année. C'était déjà beaucoup. Et ensuite, il y a eu ce fameux tweet avec Mister V qui a généré 100 000 retweets en 13 heures, qui est devenu le deuxième tweet le plus retweeté de 2018 derrière Mbappé qui avait gagné la Coupe du Monde. Donc on se dit qu'est-ce qu'ils foutent les produits laitiers ici ? Alors certes, c'est avec Mister V, etc. Mais quand même, faut être vraiment prétentieux pour dire dès la première année, je vais casser Internet, etc. Il y avait cette ambition, mais il n'y avait pas cette prétention. Donc effectivement, une fois qu'on coche certaines cases, ça accélère le process, le buzz est fait. Donc après, hop, là, l'étape d'après, c'est créer du contenu pour fidéliser, faire venir, etc. Et la crédibilité qu'on essaie de gagner sur le temps. Donc voilà, ces 5 années sont réduites à 2-3 ans, et tant mieux. Mais du coup, forcément, il faut s'adapter. Tiens, ça arrivait plus tôt, on l'active ça plus tôt, comment on fait ? Et après, je suis pas tout seul, c'est-à-dire que le CNIEL derrière aussi m'a fait confiance, a suivi. Quand on leur dit, on a fait 100 000 retweets sur Twitter avec Mister V, il faut qu'on fasse une pub télé, il y a beaucoup d'entreprises qui auraient dit, mais t'es mignon, mais... on va pas la faire. Les retours que j'ai apportés, ils les comprenaient, ils voyaient l'opportunité, l'ambition. Donc ça se fait pas tout seul. Tout le monde connaît le lait, tout le monde mange du fromage. C'est vachement présent dans nos vies. Quelque part, moi, en gros consommateur, trop gros consommateur de ces produits laitiers, j'ai du mal à cerner quel est exactement l'enjeu pour vous. Il y a un enjeu de notoriété, bien sûr, mais qu'est-ce qui est fondamental ? Pourquoi on fait toute cette communication ? Qu'est-ce que tu peux dire à notre audience là-dessus ? Alors, nous, on fait pas de la communication pour vendre. Les marques qu'on représente quelque part, que ce soit industrielles ou coopératives, ou même jusqu'au fromager, et on peut même aller jusqu'à la distribution avec les MDD, aujourd'hui, c'est leur domaine. Eux, ils ont des ventes, ils ont une communication héroïste, aussi d'image, mais héroïste. La filière laitière, elle a comme mission de promouvoir la filière et les produits laitiers. Donc, on est plus sur de l'image et de la notoriété, voire confiance. Donc, comme tout secteur, tout produit, s'il y a moins de communication, moins de visibilité, l'image s'érode. Et même en communiquant, si on n'a pas forcément la bonne communication et qu'on n'est pas en phase avec la société et les consommateurs, l'image et la notoriété ou la confiance aussi, ça s'affaiblit. Donc en fait, ça demande une veille et une écoute constante, on va dire, de la sphère sociétale et de ce qui se fait pour pouvoir y répondre. Et la communication seule sert à rien si derrière, ça ne suit pas. On parle effectivement des actions qu'on a menées au niveau de la communication, mais derrière, il y a une démarche de responsabilité sociétale qui a été mise en place, qui s'appelle France Terre de lait, qui a fait aussi suite aux États généraux de l'alimentation, et c'est cette démarche aussi qui a permis la crédibilité en fait de nos communications. On a celle qui est grand public, un peu décalée, mais qui repose aussi sur des engagements derrière qui suivent et qui sont solides. Donc si derrière en fait on n'avait pas ça et qu'on continuait, je sais pas moi, à produire comme avant, même si c'était bien et en phase, mais qu'on ne montrait pas qu'on était en phase avec
le consommateur, les ONG, etc. C'est une adéquation de choses qui font qu'on est pertinent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui, notre mission, elle n'est pas de vendre, on est là plus pour l'image et l'autorité, donc que ce soit la filière, donc par exemple emmener des créateurs de contenu à la ferme pour voir comment est produit le lait, parce que forcément, une pub télé, c'est bien, on a beau mettre un vrai éleveur dans une vraie ferme, il y aura toujours c'est une pub télé, ça dure 20 secondes, on raconte pas grand-chose, et ça se trouve, c'est un acteur, c'est pas une vraie ferme. Le créateur de contenu, quand il va sur la ferme, il y a ce côté un peu embarqué, ce côté on y va sur le tas, et on est sur du 20 minutes, voire 50 minutes, donc il y a un discours, il y a aussi une personnification de l'éleveur, on le voit, on l'entend, on s'identifie plus à ah oui, d'accord, c'est des gens comme ça, c'est ça leur opinion, c'est ça leur vision des choses, c'est beaucoup plus attachant, en tout cas, c'est plus incarné, en tout cas. Donc, nous, on va plus essayer on va dire, contextualiser nos messages avec des éléments de communication qui parlent plus à notre cible et qui, aujourd'hui, surtout les 15-35 ans, qui est la génération la plus connectée et qui est celle qui va être le consommateur ou le consommateur d'aujourd'hui, mais en tout cas celui de demain, et qui est plus, on va dire, beaucoup plus touché par tous ces éléments de contexte sociétal. Donc oui, aujourd'hui, nous, notre volonté, elle est certes de communiquer avec des campagnes à forte notoriété, on va dire comme avant, mais on va peut-être plus par rapport à avant, essayer de communiquer sur des outils mass média, sur les sujets de transparence de la filière laitière. On peut avoir Mister V d'un côté, et à côté un Jamy, ils vont pas forcément avoir la même résonance, la même amplitude, mais on va dire l'équilibre des deux permet d'avoir quelque chose qui n'est pas bullshit. Quand tu es arrivé en 2018, c'est dans un contexte peut-être de crise de l'image que j'imagine qui avait été mesuré. Il y avait eu des enquêtes un peu Oui. Alors bien sûr, toutes les actions de communication qu'on fait sortent pas d'un chapeau. Enfin, les idées de se dire tiens, on va faire ça, ça part toujours d'études. Au CNIEL, on a la spécificité d'avoir un pôle prospective. Donc ils vont avoir des études conso, des études d'élevage, des études sociétales très larges. Et du coup, c'est sur des panels ou en tout cas sur des consommateurs qui sont représentatifs de la population française. C'est des insights, donc sans être planeur stratégique, en fait, on va quand même s'appuyer sur des chiffres concrets et pertinents qui nous permettront de définir en fait, il y a l'image de tel indicateur s'érode au fil du temps, comment on fait pour l'améliorer. Aujourd'hui, le consommateur se pose telle ou telle question, il faut y répondre, etc. Donc effectivement, on voit les chiffres. Et après, il y a des choses, tout ne peut pas forcément trouver une réponse. On va donner un exemple, le petit déjeuner. Aujourd'hui, de plus en plus de consommateurs délaissent le petit déjeuner. Est-ce que, avec la communication, on peut forcément faire remonter la consommation du petit déjeuner s'il y a, on va dire, un consensus sociétal pour se dire on veut se lever plus tard le matin et parce qu'on a le smartphone et donc avant il n'y avait pas le smartphone. Enfin, il y a des choses toutes bêtes, mais avant, se lever le matin, c'était pas de temps pour le petit déjeuner, c'était plus pour la télé. Regarder les dessins animés, donc voilà, autant manger devant. Aujourd'hui, il y a le smartphone, on farniente tous le matin pour se lever, c'est compliqué, peut-être plus quand on est jeune forcément, parce qu'on se couche peut-être plus tard, etc. Et le petit-déj, ensuite, c'est souvent ce qu'on appelle on the go, c'est-à-dire on va prendre 2-3 trucs si on veut manger le matin pour le manger sur le chemin. Forcément, le bol de lait céréales, sur le chemin, c'est plus compliqué. Donc il y a des sujets, on va voir les chiffres, on va essayer de communiquer parce que peut-être c'est important, etc. Ok, mais à un moment donné, il y a un contexte sociétal, donc peut-être qu'après, la réponse, elle est différente. C'est-à-dire que c'est peut-être aux transformateurs de trouver des produits qui s'adaptent, on va dire, aux nouveaux modes de consommation. Est-ce que c'est les yaourts à boire? Est-ce que c'est un packaging de lait de céréales à consommer, à emporter? Enfin, ça, c'est pas moi, c'est pas mon sujet. Mais sinon, de manière générale, voilà, nos idées de communication viennent de là. Le choix des cibles aussi de communication vient de là. Des études qu'on a et des items qui sont, on va dire, privilégiés par la filière laitière en tant que communication. Quand on voit ce que tu as mis en place, ce que vous avez mis en place en équipe, il y a des gros succès. En fait, les OP en tant que tels sont des succès de dingue. Tu parlais de Mister V, les Jones, là, ça fait à chaque fois des masterclass qui restent. Donc je pense que la crédibilité d'un point de vue résultat pur et dur, tu l'as, avec l'engagement que ça suscite. Est-ce que ça suffit, on va dire, pour te maintenir en odeur de sainteté au sein du CNIEL? Et que souvent, la problématique numéro 1, c'est comment j'arrive à convaincre mon COMEX que ce que je fais, c'est bien. Elle est là la problématique, parce qu'en fait, moi j'ai envie de te dire, souvent, ces sujets que je fais m'attirent entre guillemets plus de problèmes qu'une communication lisse et légère. Parce que forcément, on va sur quelque chose qui est clivant, qui peut être décalé et moins compris par un conseil d'administration qui n'est pas forcément la cible. Donc c'est pour ça que je disais, la pédagogie, elle est vraiment
pièce maîtresse dans la stratégie, parce que forcément, je sors cette vidéo, sans contexte, on regarde la vidéo, on se dit mais c'est quoi ça, je comprends pas. Ça a beau marcher à l'extérieur et les commentaires sont géniaux et le nombre de vues explose, mais derrière en interne, ça sert à quoi, pourquoi, etc. Parce qu'amener des résultats à dire voilà, j'ai fait 8 millions de vues, etc., ils vont dire oui, mais ça sert à quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a généré? Donc heureusement, après, on a des études post-test derrière qui permettent de voir qu'est-ce que ça travaille, au-delà des vues, au-delà des commentaires positifs. Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur l'image du lait, ce que ça génère derrière? Après, le petit point bonus, c'est que la plupart de ces gens-là, en interne, ont des enfants aussi et qui sont souvent dans la cible. Et donc, cette corrélation permet aussi de montrer l'aspect concret. Parce que ce que je trouve complexe aujourd'hui par rapport à peut-être il y a 20 ou 30 ans, c'est qu'il y a 20 ou 30 ans, tu faisais une campagne télé sur une durée et tu avais le avant-après. Et là où toi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'opérations un peu éclatées. Et qu'il faut réunir. Donc oui, effectivement, il va y avoir une pub télé, on va lancer un manga, il y a un salon de l'agriculture, il y a une communication sur le terrain et il y a des activations digitales et des actions d'influence. Et l'idée, c'est sous quelle bannière on réunit tout ça? Est-ce que ça suffit juste de signer les produits laitiers? Quel est le message commun? Et qu'est-ce qui se réunit? Et après, l'idée, c'est de croiser les cibles. C'est-à-dire, est-ce que celui qui regarde tel contenu va aussi regarder la pub à la télé et va aussi être au salon de l'agriculture? L'idée, c'est d'avoir des multi-cibles en fonction du sujet de communication dont tu vas leur parler. Et après, c'est de créer, on va dire, un fil rouge. Donc effectivement, l'année dernière, on lance une nouvelle campagne de communication très mass média et on remet les produits laitiers sont nos amis pour la vie en télé. On nous demande de marquer une génération, telle était la demande. Donc on se dit, voilà, la génération alpha, la génération Z, pour les toucher, quel est, on va dire, le traité graphique ou créatif qui leur parlerait plus? Pour moi, c'est évident, c'est le manga. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça l'est pour tout le monde. Donc déjà, il faut faire valider l'idée de pourquoi on part sur le manga, de se dire il n'y a aucune pub télé aujourd'hui de marque qui s'est lancée sur le manga, donc ils vont se dire si personne l'a fait, c'est que ça marche pas. Oui, mais peut-être qu'aussi c'est que personne n'y a pensé, et c'est aussi nouveau, entre guillemets, je mets vraiment entre guillemets, parce que pour certains, ils vont dire attends, le manga, c'est là depuis très longtemps. Donc moi, après, c'est de le vendre, c'est-à-dire de montrer les chiffres de vente, montrer que la France est le deuxième acheteur de manga derrière le Japon et devant les États-Unis, donc ok, de montrer que voilà, le pass culture, à 70%, il est utilisé pour acheter du manga. Ensuite, il faut le vendre, de faire un dessin animé manga en pub télé pour parler du coup de l'environnement, de la nutrition, enfin des messages de filière. Et ensuite, c'est de dire mais ok, c'est gratuit, mais si je fais qu'une pub télé, je fais rien d'autre à côté, comment je suis le reste? Donc après, on a quand même l'idée de faire un vrai manga, de l'éditer dans les règles de l'art. Donc le manga, voilà, il s'appelle Mukai. Il est vendu dans 600 points de vente à travers la France. On est à peu près à 14 000 ventes aujourd'hui. 7 500 ventes, c'est un best-seller. Alors moi, à l'époque, je me dis, c'est tout, etc. Et au final, non, le milieu du livre, c'est pas le milieu de YouTube. On fait pas des millions de vues comme on fait des millions de ventes. Mais du coup, c'est génial. Enfin voilà, ça rentre un succès. Le tome 2 est en cours d'écriture. La pub télé, on se dit, pour que ça parle aussi bien à la télé, mais aux jeunes, on va l'incarner. Donc on prend Brigitte Lecordier, qui est la fameuse voix de Sangoku, Sangohan, mais aussi Oui Oui et j'en passe. Puis après, c'est travailler avec des influenceurs qui sont aussi sur la cible manga pour promouvoir, pour communiquer dessus. Mais ça veut pas dire qu'on va s'enfermer là-dedans non plus. Si on veut toucher tout le monde, faut être multi-cible. Effectivement, pour revenir à ce que tu disais, on n'est plus sur un média de masse, on l'envoie, on est communication descendante et ça parle à tout le monde et voilà. Donc là, tu as cité une de tes grosses opé récentes. C'est quoi ton top 3 des moments un peu clés Le moment un peu clé, il y a le fameux tweet avec Mr V. Ça a fait son bruit. On est en 2018, notre compte, il a à peu près, je crois, 70 000 abonnés. Donc il avait déjà fait son petit bruit avec les petits tweets clash qu'il faisait, mais ça reste très minime face aux gros acteurs sur le moment. Et il y a un tweet qui arrive avec ce sketch de Mr V qui avait été fait en 2014 où il a la maladie de l'autotune et il chante les produits laitiers sont nos amis pour la vie en disant que cette maladie de l'autotune lui permet aujourd'hui de trouver un travail, etc. Et donc ce tweet ressurgit sur Twitter avec ce petit extrait de vidéo via les comptes out of context. Donc out of context, c'est des comptes, on va dire, fans de personnalités où ils remettent les sketchs. Et on est mentionné dessous. Et moi, j'ai dit de faire un tweet en disant à 100 000 retweets, on met la voix de Mr V dans la prochaine pub des produits laitiers. Là, le tweet s'envole. En 13 heures, il fait 100 000 retweets. Mr V le partage. Sur Instagram, il fait une story en disant allez réaliser mon rêve, etc. Donc je me dis bon, ouf, déjà il valide parce qu'il aurait pu dire c'est quoi ce truc, jamais de la vie. Les 100 000 sont atteints et Mr V lui-même fait un tweet. Coucou les produits laitiers, on fait quoi? Donc là, je le DM. Et donc après, s'ensuit cette vidéo sur YouTube dans un premier temps. Parce qu'on s'est dit le temps de faire une pub télé, ça va être trop long et sur les réseaux, ils sont très actifs. Donc on a fait une première pub digitale, la fameuse pub où il se coupe le bras à la place du fromage. Et ce fameux mème, encore, ça fait beaucoup là, non? Qui est un vrai mème et voilà, la création des mèmes se fait pas de manière
commandé, hein, et même lui ne l'avait même pas su que c'était cette séquence qui allait émerger, mais en tout cas, elle est là et elle l'a su encore aujourd'hui de manière positive. S'ensuit une pub télé qu'on diffuse un soir en télé, etc. Cette première étape, forcément, on va dire, a été très clé parce que ça nous a permis d'avoir un ton, une créativité, montrer aussi la co-création, ce qui a été la ligne directrice après avec les créateurs de contenu sur la suite. On est d'accord que tu n'avais aucun pied dans l'influence particulièrement à ce moment-là? Non, à ce moment-là, en fait, je venais d'agence. J'avais déjà fait 1 ou 2 opérations d'influence, mais que j'étais pas chef de projet influence. Hein, c'était vraiment très large. Donc non, je m'embarque là-dedans et j'ai appris sur le tas. Enfin, en tout cas, cette expertise vraiment précise. Je savais comment ça se passait, mais voilà, j'avais pas le réseau d'influence que j'ai aujourd'hui et moins celui que j'avais il y a 3 ans. Mais après, c'est les opportunités qui créent les occasions. La deuxième, c'est la plus clivante. C'est celle avec Al Capote, donc avec le média Check. Donc c'est peut-être pas forcément celle qui est la plus visible, mais c'est celle qui aujourd'hui encore, on me reparle, notamment dans le milieu. Et c'est celle aussi qui m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes dans le milieu de l'influence et des créateurs de contenu. Pour remettre le contexte, on a les Compagnons du Devoir et les Zénils. Ils viennent nous voir en nous disant, on a un problème à l'école de Saint-Lothaire. Il y reste plus que un élève dans la classe de maître fromager. Donc il y a 6 écoles nationales industrielles laitières, ça veut pas dire qu'il n'y avait plus qu'un élève dans toute la France, mais ça montrait en tout cas la déperdition et le manque d'attractivité de ces formations. Et donc ils disent voilà, on a besoin de communiquer, on a besoin de remplir la classe, parce que si l'année prochaine on n'a pas 6 ou 7 élèves dans la classe, elle ferme. Il faut absolument faire quelque chose, et du coup il y a cette liberté qui est beaucoup plus octroyée. Donc dans un premier temps, je vais rencontrer des élèves, notamment d'un CAP fromager, pour voir à qui ils sont, quelles sont leur typologie, qu'est-ce qu'ils aiment regarder, qu'ils aiment écouter, etc. Donc très vite, on voit que le foot et le rap sort du lot. Bon, ramener Mbappé, c'est compliqué, peut-être pas forcément pertinent, mais le rap, forcément, culture urbaine, on s'enferme pas trop, c'est la musique la plus écoutée, en tout cas sur cette génération. Donc je me dis, pourquoi pas créer un format où de divertissement, on fait découvrir ces métiers via un rappeur. Donc on s'associe avec Check et on trouve à peu près l'idée de se dire voilà, il faut trouver un rappeur pour qu'il aille découvrir ces métiers et arriver à passer son diplôme de maître fromager. Et on arrive sur le profil d'Al Capote, donc voilà, un rappeur qui est là depuis très longtemps. Le choix du rappeur était assez complexe, il faut quelqu'un qui ait l'aisance pour présenter un format. Al Capote est un peu le Serge Gainsbourg, on va dire, des rappeurs, et il a une affection pour le fromage aussi très forte, et donc on l'emmène et ça se fait tout seul. Et ces vidéos, pour certains on dit qu'on cassait Internet, c'est vraiment notamment dans cette sphère-là, en tout cas, au CNIEL ça a fait beaucoup parler, forcément. Je ne comprends pas, c'est vulgaire, mais c'est ça notre image, etc. Donc forcément, ça demande beaucoup de pédagogie pour rassurer, pour expliquer. J'ai dit, mais c'est comme à la télé, vous avez par exemple les Anges de la télé-réalité, ça passe pas sur TF1 à 20h, ça passe sur Énergie 12. Donc en fait, il y a une chaîne de télé pour son public, il y a des émissions pour chaque public, il y a Arte, enfin voilà, il y a TF1, il y a Énergie 12, il y a C8. Et sur YouTube, c'est expliqué, c'est la même chose. Ce qui se passe sur YouTube, tout le monde ne le voit pas. Les gens vont voir ce qui leur ressemble, ce qui leur parle. Et puis on est partenaire avec Check, donc on n'est pas non plus l'émetteur direct. Et ça demande plein de choses, et derrière c'est expliqué que pour la cible, si on veut vraiment leur parler et émerger, c'est pas avec une vidéo lisse où on dit bonjour, bienvenue à l'Énil, on va vous montrer, enfin voilà, ça ne parlera pas, ça sortira pas, les gens ne regarderont pas. Et surtout, ce qui a beaucoup plus, c'est les résultats derrière. C'est-à-dire que dans les commentaires, ouais, trop bien, je découvre, j'aurais jamais regardé une vidéo sur le fromage sans ça, force à l'agriculteur, comment il fait pour tenir toute une journée avec Al Capote. Donc en fait, si vous regardez les commentaires, notamment celle à la ferme, les premiers commentaires, c'est vraiment directement en faveur de l'agriculteur. Donc on voit tout de suite que les gens comprennent, captent, on va dire, l'idée du contenu. Et surtout que la finalité, c'est qu'il y a eu 200 candidatures pour la formation, parce qu'en parallèle, on avait créé des contenus où on faisait des portraits d'étudiants de ces écoles et après de jouer. Si comme Al Capote voulait être maître fromager, voilà où s'inscrire, etc. Derrière, ça a pu montrer aussi en interne que ces contenus qui ont l'air très décalés, parfois, voilà, qu'ils auraient forcément, peut-être pour certains, jamais diffusés, au final marche dans le sens pas forcément juste faire des vues pour faire des vues, mais permettre de recruter, permettre d'attirer en tout cas un public qu'on n'aurait pas pu toucher autrement. Derrière, moi, j'ai eu Loris l'été qui a suivi, qui m'a contacté, donc Loris Giuliano, au moment où il sortait de chez Golden News, parce qu'il a vu ses contenus avec Mr V et El Capote. Et c'est comme ça qu'on est parti après sur un tour de France avec lui, et Loris, pour la petite histoire, il se lançait en solo à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de vidéo sur sa chaîne, il avait à peine 100 000 abonnés, il a lancé son tour de France quand il atteignait les 100 000 abonnés, et après il a explosé, on a explosé avec lui. Alors après, le troisième, je mettrais le manga, parce que il y a un côté professionnel, personnel qui me parle beaucoup. Moi j'ai grandi comme beaucoup avec
avec Club Dorothée, avec tout ce qu'on n'appelait pas des mangas à l'époque, des dessins animés japonais, mais en tout cas, on lisait Dragon Ball, voilà. Il y avait un peu ce rêve de gosse, et autant je suis le premier à dire, dans la communication et le marketing, on fait pas ce qu'on aime, mais on fait ce que la communauté ou la cible qu'on se fait toucher aime, mais quand les deux se rassemblent, c'est génial. Avec un challenge assez fort, parce que forcément, il fallait prouver. Là, sur celui-là aussi, en interne, il fallait aussi prouver. Autant j'étais suivi, mais autant ça faisait aussi beaucoup parler, et il y avait beaucoup d'attentes, mais derrière, tout le monde a été content. C'est le principal, aussi bien les consommateurs qui ont très bien reçu la campagne, que ce soit en télé ou le manga, ou en interne, où les chiffres ont rassuré tout le monde, et on a eu des félicitations, donc ça aussi, ça fait plaisir. Alors si on récapitule, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'éléments pour réussir dans ton métier. Il faut déjà une direction qui te suit à 200%. Ah oui, ça c'est primordial, oui. Et ça, c'est pas forcément, j'imagine, le cas tout le temps. Est-ce que tu penses que là-dessus, peut-être ton secteur aide, que tu sois pas justement là à vendre un produit, est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça chez certaines marques ? On va dire forcément, plus l'entreprise est grosse et plus la marque est de renom, comme Nike ou autre, etc., plus il va y avoir des communications aussi d'image et notoriété. Il n'y a pas que de la communication de vente directe. Et quand on voit des communications même si je prends par exemple Intermarché, qui avait assez surpris le monde de la communication avec sa pub longue à 1 heure où tout le monde parlait de snack content, de contenu short, où le temps d'attention est faible, arrive avec cette pub faite par Romance. Faut avoir la direction qui suit. On parle d'une histoire, d'un storytelling. On va sur l'ordre de l'émotion, certes, mais on n'est pas sur de la pub pour vendre. Donc en fait, je veux dire que voilà, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui qui montrent que même en étant une entreprise héroïste, on va dire sur le papier, que la communication aujourd'hui n'est pas forcément dans ce but-là. Le deuxième axe que je trouve dans ce que tu racontes, ce qui me surprend positivement, c'est le fait de te raccrocher au terrain. Par exemple, sur la problématique des écoles qui étaient un peu vides, tu aurais pu t'enfermer dans ton bureau, essayer de construire une stratégie. Non, toi, tu vas sur le terrain. Soit j'ai des études et des chiffres qui me permettent d'avoir une compréhension, parce que forcément, je vais pas aller au supermarché. Bonjour, monsieur, madame, vous achetez quoi comme produit, etc. Il y a des organismes et des instituts de sondage et d'études qui sont très là pour la masse, mais quand on arrive sur quelque chose où on est dans l'urgence, etc., et qu'on n'a pas forcément le temps et le budget pour aller faire les études, il y a des écoles dans Paris, donc c'est la facilité, je demande à les voir et je les rencontre et je parle avec eux et ça me permet d'avoir, ok, c'est de manière empirique, mais ça permet de voir à peu près, de se dire, ok, les étudiants dans ces formations ne sont pas tant différents que ça, qu'un CAP électrotechnique ou autre chose. La jeunesse, on va dire, a des codes propres à eux en fonction de la génération. Mais effectivement, j'ai ce besoin de partir de quelque chose d'assez concret et tangible, ce qui permet aussi derrière de le faire valider et pas dire, ah bah j'ai une idée sortie du chapeau, je pense qu'on va faire ça, ça va marcher. Ils vont dire pourquoi, d'où tu sors ça. Et donc voilà, forcément, il y a toujours ce besoin de raccrocher ça à quelque chose. Dans tout ce que tu racontes, j'ai l'impression que tu te lances sans forcément savoir exactement comment tu vas te rattraper aux branches. Tu vois, quand tu parles d'Al Capote, tu sais pas à ce moment-là. Ah oui, il y a la prise de risque. Alors ça c'est quelque chose effectivement que moi j'apprécie. On est les produits laitiers, on est sur un secteur, on va dire, agricole. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy en apparence quand on parle à cette cible. Et donc, du coup, le challenge est plus grand et la prise de risque doit être là. Et elle doit exister. Sans ça, on n'émerge pas. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Ta conception de l'influence, elle est quand même assez à rebours. Aujourd'hui, on voit beaucoup de partenariats qui sont mentionnés au début. C'est rare que les créateurs de contenu fabriquent vraiment un contenu, je sais pas si c'est pour ou avec la marque. Enfin, comment tu vois ce marché et pourquoi tu penses qu'il y a autant de monde, entre guillemets, un peu, j'allais dire dans le faux, je sais pas si c'est le mot exact, mais... Je dis dans le faux, mais c'est ma vision et vis-à-vis de ce que je fais. Forcément, si vous regardez NordVPN, qui fait ça et qui continue de faire ça, s'ils le font, c'est que ça marche. Enfin, il y a un moment donné, c'est comme une pub télé, c'est moins mon fort, mais... Carglass répare Carglass en place, on l'a tous en tête, c'est pas les pubs qu'on préfère, mais elles sont là et on les a, et je pense que s'ils continuent de le faire, c'est que ça marche. Sur l'influence, moi j'ai une vision de co-création dans le sens où je comprends pas quand la vidéo n'a aucun rapport avec le partenariat. Dans ces cas-là, autant faire un pré-roll imposé dès le début sur une chaîne précise de 5 secondes non skippable, parce que souvent quand le youtubeur va dire avance la vidéo, juste cette vidéo est en partenariat avec, bon bah voilà, on clique 2 fois, ça fait 30 secondes, on skip et on passe à autre chose. Il doit avoir un taux de rétention qui doit être suffisamment bon pour que ça marche, mais je trouve que ça apporte pas une image positive tant au créateur qu'au contenu. Mais ça reste mon opinion, et s'il y en a plein qui le font, c'est qu'ils y trouvent leur compte. Moi, ma vision, elle est plus d'avoir de la co-création de contenu et de se dire que si le créateur de contenu vient me voir juste pour avoir un financement, que ce soit moi ou un autre, qu'est-ce que ça va changer? Si le créateur du contenu vient me voir parce qu'effectivement il aime bien l'ADN qu'on a, il trouve une adéquation avec notre produit, oui, là il y a un intérêt. Et après on va essayer de le creuser. Et si moi je vais voir quelqu'un, c'est parce que je trouve que voilà, c'est le créateur de contenu qui parle le mieux à la cible pour le message que je veux faire passer ou l'idée que j'ai.
Et ensuite, c'est de voir comment on le co-crée ensemble. Parce que moi, après, l'idée, c'est que je reste à ma place. Je suis pas créateur de contenu. C'est pas à moi de lui dire comment faire son métier. Et si je l'ai choisi, c'est que je lui fais confiance et de voir comment, au mieux, on intègre et on trouve un concept créatif. C'est-à-dire que des fois, on me propose des choses. Moi, personnellement, je vais me dire, je suis pas trop fan, surtout que je suis pas un grand consommateur de vidéos YouTube, mais si la personne aujourd'hui a 5 ou 7 ou 12 millions d'abonnés, il connaît sa communauté, et c'est pas dans son intérêt de faire une vidéo qui ne va pas marcher. T'as une sorte de cahier des charges sur ce qui doit être quand même montré dans une vidéo en termes de présence des produits laitiers. Ah non, en fait, moi, mon cahier des charges est surtout sur la transparence, de par en fait notre image de lobby, parce que si on n'est pas transparent, là, c'est la double peine. Donc déjà de base, en fait, dans le cahier des charges, c'est toujours de dire, si on mentionne les produits laitiers, c'est pas tant pour le placement, c'est par transparence pour que le consommateur, en tout cas l'internaute, sache que la vidéo elle est faite avec nous, que ce soit écrit dans la description, que ce soit cité dans la vidéo au mieux, si on est sur une fiction plus compliquée parce que du coup ça casse la dynamique. Par exemple, si on a des partenariats avec Michou ou Inox, on sait que le public est plus jeune, donc peut-être moins averti, et on a ce devoir, en tout cas cette obligation, au-delà d'être parent et d'avoir des enfants et de se dire bon, est-ce que tu sais ce que tu regardes, parce que de toute façon le revers il est assez impactant. Donc non, le cahier des charges il est surtout sur ce point de vue-là. Ensuite après ça dépend des types de vidéos. Si on est sur une vidéo avec MrV, le cahier des charges, il va être très simple. C'est nous, en ce qui nous concerne, on ne doit pas citer de marque parce qu'on représente toutes les marques. C'est du lait de vache ou du fromage au lait de vache, etc. Et ça va pas plus loin. Après, c'est pas de message santé parce que c'est pas, par exemple, un MrV, c'est pas son domaine, il est pas crédible et surtout ça va lui retourner dessus. En tout cas, MrV s'inscrit nous dans la partie notoriété, donc les produits laitiers, donc ce qui pourrait s'apparenter aux pubs télé qu'on pourrait faire, mais sur cette génération, c'est plus des formats YouTube impactants qui marchent. Si tu regardes les Jones, c'est 3 éleveurs laitiers qui ont comme passion l'Amérique et la musique, et du coup ils vivent de la production de fromage. Donc en fait derrière il y a quand même un enjeu aussi économique qui leur permet de faire ça, c'est qu'ils vendent un fromage qui est le Saint-Roosevelt, qui marche super bien, et c'est des éleveurs laitiers. Donc toute la moitié de la vidéo se passe dans une ferme laitière, donc tu vois, c'est 3 éleveurs. Et après, après ils créent une musique et ça marche, et c'est des bons vivants, c'est des bons mangeurs, et donc il y a tout cet aspect, on va dire, affectif qui se crée autour d'eux. Je vois pas beaucoup de marques qui font comme toi vraiment de la co-construction de contenu, en fait. Il y avait eu à l'époque Mission 404 avec Orangina qui avait un passage, je crois que c'est eux qui coproduisaient le truc. T'avais eux, il y avait Fanta aussi qui avait créé aussi des contenus. Après sur les vidéos, en tant que marque sur la durée, c'est vrai que, alors je veux pas manquer de respect à qui que ce soit, mais peut-être pas vu, je dis pas que c'est forcément une bonne chose ou mauvaise chose, mais c'est vrai que souvent quand on entend en tout cas les chiffres qui disent que l'influence aujourd'hui est un marché qui va exploser dans les années à venir, c'est qu'effectivement si on regarde ne serait-ce que sur le secteur agroalimentaire, l'ensemble des marques qui sont présentes en rayon, et vous vous dites qui a déjà fait des stratégies d'influence, il n'y a pas beaucoup de marques qui vont sortir du lot. C'est vrai que nous on l'a vraiment préempté, mais pourquoi ? Parce que dans la stratégie en fait que j'établis, si on veut exister sur la longueur, en tout cas marquer vraiment une génération, il faut pérenniser la stratégie, c'est la répétition, mais la répétition, c'est pas la même vidéo tous les ans. C'est-à-dire que si on va dire, quelqu'un qui a 15 ans a commencé à regarder nos vidéos, aujourd'hui il a 20 ans, de ces 15 ou 20 ans, on a accompagné, on va dire, une bonne partie de sa vie, et on a bien impacté, on a bien répété, on va dire, la présence des produits laitiers et l'image que ça a pu développer chez lui. Si on l'avait fait sur un an, on avait arrêté, il y a tellement de vidéos au quotidien et chaque année, il aurait oublié. Alors que là, il y a une génération qui pourra se rappeler, ah ouais, les produits laitiers ils avaient fait ça, les produits laitiers ils avaient fait ci, et nous on le voit dans une étude post-test que ça marche. On a de manière spontanée 52% des 15-35 qui se souviennent, je dis bien se souviennent, avoir vu une vidéo des produits laitiers. Donc c'est en fin d'année, on fait un post-test et on demande aux gens, est-ce que vous avez vu une vidéo des produits laitiers ? On leur montre pas. On leur dit pas la vidéo des Jones, est-ce que vous avez vu Loris à la ferme ? Non. Et 52% de manière spontanée citent une vidéo. Ce qui est énorme. C'est-à-dire un jeune sur deux aujourd'hui, de manière spontanée, va dire ah ouais, je me souviens, j'ai vu ça là, etc. Et le chiffre, il augmente encore plus en fonction des tranches d'âge. Et si on leur montre la vidéo, alors là, on monte à 80, 85, parce que forcément, c'est plus facile. Enfin, les chiffres, on leur fait ce qu'on veut, comme on dit. Et si je lui montre la vidéo des Jones, je dis est-ce que tu l'as vu ? Bon, voilà, ça explose forcément. L'idée, c'est que pour que ça marche, c'est sur la durée. J'ai l'impression comme ça que du coup, tu as un profil quand même assez créatif, même si t'es stratège aussi. J'ai l'impression que vous parlez un peu le même langage avec les créateurs et que ça a peut-être pu t'aider. Oui, j'ai plus ce côté caméléon. Ça veut dire que forcément, moi je le redis encore une fois, je regarde pas YouTube tous les jours. Enfin, je m'y oblige par le métier. Je suis pas quelqu'un qui est présent sur les réseaux sociaux
de base de nature, c'est le métier qui m'y amène. Peut-être ça aussi qui me donne ce recul, mais effectivement j'ai ce côté caméléon à m'adapter à chaque situation ou chaque cible. Enfin, dans le métier, en tout cas surtout au CNIEL, ce que j'apprécie c'est que dans une journée on peut très bien parler à un producteur de lait, à un directeur de l'environnement ou du développement durable, à un youtubeur, à une boîte de prod, et revenir sur un sujet corpo et finir à Bercy au ministère de l'économie et parler de la loi influence. C'est assez, on va dire, très éclectique en termes de profil et de personnalité et de corps de métier. Il faut avoir une capacité d'adaptation assez fine, assez rapide. Le reste, la partie créative, etc., c'est des choses qui se développent à force de côtoyer ce milieu-là et de devoir toujours se challenger en disant ok, cette année j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Et heureusement, je suis pas tout seul, hein. Je discute avec les équipes, je discute avec les créateurs, j'essaie de challenger et à force le réseau me permet de voir et de découvrir d'autres choses. De toute façon, quand on est dans la communication, ça y est, mais c'est surtout le côté, la capacité d'adaptation qui ressort. Peut-être une question autour de la production. T'es quoi ta vision de la production aujourd'hui? Est-ce qu'une super bonne idée peut foirer parce que la production derrière n'a pas été bonne? Oui, bien sûr. Non, clairement. Aujourd'hui, tu peux très bien avoir une très bonne idée, mais si t'as pas l'équipe, que ce soit la boîte de prod, que ce soit l'incarnant, que ce soit même le montage, tu peux aussi avoir un très bon tournage et sur un montage, tu peux en faire 3 versions différentes si tu donnes à 3 monteurs. Enfin, je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Donc je pense que ça se joue à un tout en fait. C'est pour ça que je dis on n'est jamais tout seul. Tu peux avoir l'idée, mais après il faut s'associer, il faut trouver les bonnes personnes qui captent ton idée, qui captent la direction que tu souhaites donner au format et puis la bonne direction. Donc effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que j'exige toujours d'avoir ce côté en fait direct avec les créateurs de contenu. Je ne lance jamais un partenariat si j'ai jamais rencontré le créateur avant, qu'on s'est pas parlé. Sinon je suis juste en fait une ligne budgétaire pour le créateur de contenu et j'ai dit à l'agence tiens on fait ça. Donc c'est pour ça la plupart du temps il y a des modèles économiques différents, hein. Le créateur il peut être en direct, il peut être avec un agent, il peut être avec une agence, peu importe, mais dans tous les cas je souhaite que la création et la co-création se fassent en direct et pas via un tiers. Donc ça permet de jouer aussi beaucoup sur le livrable final parce qu'il va capter l'intention, il va capter l'objectif, le message qui va pas être dilué ou on va dire traversé par mail interposé. Donc dernière question Adrien, on est à l'orée 2024, c'est quoi tes ambitions pour 2024? C'est quoi le prochain projet après le manga? T'as un truc encore plus gros? Tu vas faire quoi, un film? Super production, les produits. N'empêche, là il va bientôt sortir, alors je sais pas quand ce podcast sortira, mais probablement 1 ou 2 vidéos seront déjà publiées. On va en fait c'est marrant parce qu'on va aborder ce sujet parce que ça va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on a dit, mais je trouve que l'influence aujourd'hui et les créations de contenu arrivent à un tournant. Enfin, si on remarque, il y a beaucoup de concepts qui sont vus et revus, il y a de moins en moins de créateurs de contenu qui émergent, notamment sur YouTube comme avant, c'est souvent les mêmes et eux-mêmes tournent un peu en rond. Donc Twitch un peu sort du lot en ce moment, mais pareil, ça devient des super productions. Enfin, on n'est plus sur le podcast simple, on essaye que ce soit les Eleven All Star, le JP Explorer, on arrive sur des concepts qui sont de plus en plus fort et coûteux, donc est-ce que toutes les marques arriveront à suivre, etc. derrière. Mais en tout cas, sur des formats comme YouTube ou Instagram, etc., on arrive aussi à un tournant, j'ai l'impression. Et là, en fait, on va avoir une série de vidéos qui va sortir, donc pas sur les chaînes des youtubeurs, mais sur notre chaîne où il y aura des youtubeurs. Et les concepts créatifs, du coup, on va pas réinventer YouTube, donc ce sera un peu un pêle-mêle de ce qu'on peut retrouver sur les chaînes YouTube. C'est pas une série, il y aura des formats différents avec des youtubeurs différents. Et donc on va avoir une série de 5 vidéos qui va arriver sur la chaîne des produits laitiers, donc les produits laitiers production forcément avec un générique à la Warner. Donc ça on va dire c'est aussi un tournant. Donc forcément aujourd'hui nous la grosse question qu'on se pose aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années à venir, sachant qu'il y a ce tournant. Donc tu parlais au tout début de la vidéo de comment on s'adapte. Moi aujourd'hui c'est le vent que je sens tourner. Et en discutant avec eux aussi je le vois, c'est de plus en plus ils cherchent des projets à faire. Enfin Inox il va monter l'Everest, qu'est-ce qu'on fait après? À un moment donné à force de vouloir trouver le projet qui va être le plus impactant en termes d'ambition personnelle, mais en termes aussi peut-être de concurrence quelque part, qu'est-ce qu'on fait après? Et du coup aujourd'hui je sens ce tournant et là moi personnellement en tout cas je suis en grande réflexion sur comment on va dire communiquer demain si on va dire les créateurs de contenu même eux sont en manque d'idées. Donc ça aujourd'hui c'est plus une question que je me pose et que je pose aussi à ceux qui nous écoutent. Il y a eu toujours des tournants, de toute façon c'est pas une fin en soi, il y a eu la télé, il y a eu la radio, il y a eu internet, il y a eu social media, il y a eu les blogueurs et tout avant et là il y a eu les youtubeurs, instagrammeurs, qu'est-ce qu'il y a après? Et j'ai l'impression qu'on est à un tournant. Alors le tournant il est pas demain, ça peut être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, mais la question se pose.
Voilà, ce 4e épisode de notre podcast De quoi on parle est terminé. J'espère que ça vous donnera envie de tester une approche différente de la collaboration avec les créateurs de contenu. Je remercie encore une fois Adrien pour son temps, pour nous avoir partagé sa vision du brand content. Il parle vraiment de manière passionnée, on sent qu'il aime tenter des choses, que c'est un mec qui a du panache. Vous me direz si ce format invité vous a plu. On est preneur des remarques et suggestions. Venez me les donner sur LinkedIn et ça nous aidera à améliorer la formule de nos prochains épisodes. Et d'ailleurs, la prochaine fois, de quoi on parle ?